Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine. Cette semaine, un tas beaucoup plus petit que d'habitude. Je vais parler de 3 livres seulement, parce que d'habitude je commence à explorer des trucs et puis je les abandonne un moment et je les reprends, etc. Et là je me suis concentré sur ces 3 livres et en particulier sur 2 d'entre eux, mais je voulais quand même commencer par évoquer Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq parce que j'ai enfin terminé la lecture à haute voix de ce livre, un livre qui fait 350 pages, 353 pages même, précisément, dans cette vieille édition de 1951 qui se défait. Et donc, j'ai réussi, je suis assez fier de ça, en tout cas. Je ne sais pas si le résultat est à la hauteur de ce qu'on peut espérer, ou ce que je pouvais espérer, mais ce que je pouvais espérer, oui, je crois. J'ai fait donc la lecture complète de ce livre dans un certain nombre de vidéos, et c'est quand même un livre assez exceptionnel, et notamment cette fin où on apprend à la fin, si vous avez le courage de regarder la vidéo précédente, celle que je viens de diffuser, on comprend que à la fin, le décor est planté. Tout un livre pour planter le décor. Quel décor? Celui qui aboutira à la guerre. Mais quel décor extraordinaire que celui du Rivage des Syrtes de Julien Gracq, avec cette langue extrêmement précise, rythmée, et qui entre au cœur des hommes et des terres, et des lieux et du temps. Et donc c'est un livre extrêmement fort que Le Rivage des Syrtes, mais je ne vais pas passer des heures à en parler ici parce que j'en ai parlé et surtout je l'ai lu dans d'autres vidéos. Alors si vous avez du temps, je vous encourage à aller m'écouter lire ça. J'ai essayé de ne pas trop m'achouper, comme on dit chez nous, de ne pas trop trouver des choses qui ne vont pas dans cette lecture. D'ailleurs là, je suis en train là aussi de dire à peu près n'importe quoi. Donc je vais laisser reposer Julien Gracq. Oh, il y a d'autres Julien Gracq qui m'attendent et je pense que c'est un auteur dont on reparlera, mais Le Rivage des Syrtes, ça valait la peine de s'y replonger. Et donc ce livre plantait le décor d'une guerre. Et au fond, les 2 autres livres dont je vais parler, après avoir rangé mon Rivage des Syrtes, les 2 autres livres dont je vais parler ont aussi peut-être cette intention de planter le décor de la possibilité d'une guerre, ou d'une guerre qui a lieu ou qui aura lieu. Et le premier livre dont je vais parler, que j'ai lu pas tout à fait jusqu'à la fin, j'en suis à l'avant-dernier chapitre, c'est un livre d'histoire à proprement parler, Les Irresponsables, qui a porté Hitler au pouvoir, de Johann Chapoutot, un livre qui raconte donc l'avant-guerre et même l'avant-prise de pouvoir d'Hitler, un moment que généralement on regarde avec circonspection et avec un peu trop de légèreté, peut-être, ce moment où Hitler n'est pas encore au pouvoir et où il va prendre le pouvoir et où la République de Weimar en Allemagne est complètement bloquée par ceux-là même qui en sont les représentants. Et ces irresponsables, ce sont non pas les nazis eux-mêmes, mais ceux qui, par calcul politique ou financier, ou par conviction, ont laissé les nazis prendre le pouvoir. Et donc on parcourt principalement les années 1931 à 1932, où on voit que finalement, si les nazis ont pris le pouvoir, ça n'est pas parce que le peuple allemand voulait que les nazis prennent le pouvoir. Les nazis ont eu un certain succès électoral qui s'est tassé dans l'année 1932, mais c'est parce que
d'autres les y ont mis. Et d'autres ont montré leur incompétence et surtout leur acharnement à rester au pouvoir malgré le fait qu'il n'y ait aucune légitimité. Un score notamment de 92% des députés qui votent contre le gouvernement pourtant en place et qui va rester en place. Alors, beaucoup d'éléments évidemment entrent en écho avec l'époque actuelle et la montée aussi de mouvements d'extrême droite. Sommes-nous dans un équivalent des années 1932 peut-être? Peut-être pourrons-nous l'éviter, je l'espère. Et évidemment, la comparaison historique que Johann Chapoutot assume, elle est toujours relative, elle est toujours boiteuse et il ne faut pas la pousser trop loin, mais quand même, il y a des choses qu'on lit qui résonnent. Chapitre 8, les forcenés, restés au pouvoir malgré tout. Le 12 septembre au soir, après une débâcle historique, Papen, dont beaucoup questionnent la lucidité, se livre à un curieux exercice oratoire. Vexé de ne même pas avoir pu prononcer son discours de politique générale devant le Reichstag, il le partage urbi et orbi via la radiodiffusion d'État. Comme s'il ne venait pas de subir la plus lourde défaite politique de toute l'histoire du pays, Papen, impavide, déroule son programme, manifestant sans aucune ambiguïté son intention de rester aux affaires. Évidemment, quand Chapoutot écrit ça, il a des noms qui traînent dans la tête, qui sont plutôt en France qu'en Allemagne. Comme si de rien n'était, il est donc question de reconstruire l'économie, mais aussi notre vie politique, de tournant qui met fin à une époque, à une culture, celle du libéralisme politique, celle des doctrines d'une démocratie purement formelle qui ont abouti à un édifice de secours, Notbau, celui de Weimar, dont 14 ans nous ont convaincus de tous les défauts de construction. Le gouvernement du Reich est d'avis que le système de la démocratie formelle a échoué devant l'histoire et le peuple allemand et qu'il ne peut être réanimé. Et quand même là, on va très loin dans ce discours-là d'un homme qui vient d'être battu mais qui veut rester au pouvoir et qui, pour ce faire, renie la démocratie. Et donc, il y a évidemment dans l'abandon de la démocratie, au fond, on fait le lit d'Hitler. Hitler n'a qu'à venir et dire, mais écoutez, finalement, préférez à la copie l'original. Et puis il y a l'ennemi commun. L'ennemi commun, on ne se lasse pas de le répéter, est le marxisme. Et pire, car plus diffus et plus insidieux, le bolchevisme culturel. Épouvantail d'autant plus effrayant qu'il est, c'est le moins que l'on puisse dire, peu défini dans les discours et imprécations du pouvoir. Ce croque-mitaine, en tout cas, détruit les fondements de la vie de notre État et notre peuple via l'école publique, autre cible toute désignée pour expliquer la décadence allemande et la diffusion du Kulturbolschewismus, de l'homosexualité au féminisme, en passant par l'art moderne et la vie nocturne de Berlin. Aujourd'hui, exactement la même chose, c'est appelé wokisme aujourd'hui, par les héritiers de ces irresponsables ou de ces forcenés dont parle Johann Chapoutot, qui mettront Hitler au pouvoir. Il parle beaucoup aussi du président Hindenburg, un vieux militaire borné qui lui aussi renie la démocratie. Et donc on lit ceci avec beaucoup de crainte et surtout avec un certain désespoir où on se dit voilà, c'est peut-être en train de se reproduire aujourd'hui. Peut-être y aura-t-il un sursaut, espérons-le, mais j'ai
j'ai peur dans nos démocraties que les irresponsables amènent au pouvoir des gens encore plus irresponsables qu'eux. C'est peut-être déjà le cas, par exemple, aux États-Unis. Et donc, voilà. Et puis, il y a parmi ces irresponsables, il y a le monde politique, mais il y a aussi le monde des affaires, le monde des entrepreneurs, qui, là aussi, sont de plus en plus favorables aux nazis. Donc, qui vont aussi pousser à ce que ces gens-là, malgré leurs outrances, prennent le pouvoir. Malgré aussi des erreurs factuelles par rapport à ce qu'on apprend parfois dans les livres d'histoire. Par exemple, cette idée qu'au fond, la montée du nazisme est liée au chômage, et que ce seraient les chômeurs qui votent pour les nazis. Or, il semblerait que non. Les 10 ouvriers, dont il est question dans le paragraphe précédent ici, ne s'y trompent pas, qui, contrairement à ce que l'on peut lire dans certains manuels ou publications de seconde main, n'ont jamais majoritairement porté leur suffrage vers le NSDAP. Il en va de même des chômeurs. La superposition des courbes du chômage et du vote nazi est fallacieuse, car la privation d'emploi n'est en aucun cas une variable indépendante, qui peut être isolée des autres, en l'espèce de la confession et de la localisation, région, ville, taille de la ville. On observe une forte corrélation positive entre protestantisme et vote nazi, de même qu'entre vote NSDAP et faible taux de chômage. Là où le taux de chômage était le plus élevé, le NSDAP enregistrait des scores électoraux plus faibles. Donc on voit que ce ne sont pas les chômeurs qui votent pour les nazis, mais plutôt des bourgeois, des petits bourgeois souvent, couche intermédiaire de patrons, de PME par exemple, nous dit-on. Alors, je vais continuer à lire ce livre. Il y a toutes ces tentatives aussi pour éviter Hitler, la tentative Schleicher. Je suis resté à ce chapitre-là qui est l'avant-dernier, avant un épilogue qui, je crois, va essayer de relier ce qui se passe aujourd'hui à ce qui s'est passé il y a presque un siècle, même si là encore, comparaison n'est pas raison, mais comparaison est forcément quelque chose qui nous vient à l'esprit. Alors, toujours dans cette histoire et dans ces en-dessous de l'histoire, dans ces magouilles qu'on a dans l'histoire, je continue vaille que vaille la lecture de Underworld USA de James Ellroy, 3 volumes. J'en suis donc au 3e et j'avance, mais il me reste encore 300 pages à lire. J'en suis à la page 622, mais il y a bien 923 pages à ce livre, donc je le lis toujours avec un peu de lassitude au bout d'un moment, parce qu'on a envie peut-être de passer à autre chose. Mais je reste quand même dans cette lecture parce que on y voit donc ces soubassements du pouvoir où le FBI, la mafia, mais aussi des gens de la police du LAPD, donc de la police de Los Angeles, mais aussi d'autres gens encore plus louches, se mêlent de trafic de drogue et de crimes plus ou moins racistes en République dominicaine, où on construit des casinos, et puis on va en Haïti aussi, et puis les femmes jouent un rôle de plus en plus important, un peu de manipulation, tout nous est raconté par des points de vue masculins, de plusieurs personnages, le fameux Wayne Tedrow, ou encore Dwight, je ne sais plus son nom complet maintenant, mais qui est un agent du FBI, porte-flingue du fameux directeur John Edgar Hoover, qui commence un peu à perdre la tête, parce qu'il est là depuis les années 20 quand même, et on est en 1970 au moment où j'en suis. Bref,
tous ces bas-fonds, avec beaucoup de violence, avec aussi les journaux intimes de certains des personnages, avec des conversations, des articles de journaux, et puis ces moments où tout d'un coup, ça s'accélère, tout d'un coup, la violence apparaît de manière brutale. Prenons peut-être un petit chapitre juste pour le plaisir. Tiens, je le prends au hasard. Chapitre 79. Chapitre 79, on est à la fin. Les chantiers ruraux lui causaient du souci. Les téléphones et les cahutes à explosifs étaient mal disposés. Les tentes des esclaves étaient à ras de fondation. Cela voulait dire qu'il y aurait mort d'homme. Ces esclaves sont là pour construire les casinos de la République dominicaine et ils viennent généralement du pays voisin, c'est-à-dire d'Haïti. Le nain, c'est le dictateur en place en République dominicaine. J'ai oublié le nom maintenant, mais qui est petit, évidemment, on s'insulte à longueur de ligne dans ce livre-là. Le nain était au courant à présent, la banda aussi, les chantiers ruraux allaient recevoir du renfort très vite. Wayne se gara dans un fourré à la sortie de Jarabacoa. Il avala des herbes et par la force de sa volonté, il cessa de réfléchir. Les branches d'arbres soulevèrent sa voiture. Il vit 10 millions d'étoiles. Il déplaçait les constellations du bout des doigts. Il entendait des bruits qui auraient pu être des fusillades et qui auraient pu être des roulements de tambour. Des piécettes tombaient du ciel. Il ouvrit la bouche pour les goûter. Des sonneries de téléphone retentissaient, déclenchaient des jeux de lumière. Les couleurs le berçaient et le transportaient dans un endroit où il n'avait rien à redouter. Ce fut le soleil qui le réveilla. La lumière qui traversait son pare-brise tombait sur son visage. Sa vue se brouilla. Il vit des flammes et sentit une odeur de fumée. Il démarra sa voiture et prit des petites routes. Il croisa un camion de pompiers et 2 voitures de la Policia nationale. Les flammes s'élevaient au-dessus d'un rideau d'arbres. Il vit brûler le chantier de Jarabacoa. Laisse-moi voir le reste. Il stoppa la voiture, il monta sur le capot puis sur le toit. Il vit 2 gardiens du chantier lynchés, pendus à des branches. Il vit 14 joints barbouillés sur un pilier des fondations et une stène abandonnée. Laisse-moi voir. Il sauta sur une branche d'arbre et grimpa pour se percher à la cime. Le panorama s'élargit, des feuillages s'agitaient non loin. Il vit courir des mômes à la peau claire et des hommes noirs armés. Laisse-moi. Il regarda vers le sud. Le panorama s'élargit encore. Il fit aussitôt un peu de maths et de géométrie. Des piécettes tombèrent du ciel. Le ciel explosa à l'endroit où le second chantier devait se trouver. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Ces chantiers, c'est les casinos que la mafia de Las Vegas en particulier veut construire en République dominicaine et Wayne les fait sauter. Pourquoi ? Ses motivations sont assez ambiguës, mais on voit que il y prend un grand plaisir. Alors Wayne paiera cher ce qu'il vient de faire. Alors comment cela se terminera-t-il ? Je vais en reparler encore. Ça fait un moment que je suis dans ce bouquin-là, dans cette trilogie qui me retient depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et j'ose espérer la terminer, les 300 pages qui restent. Je vais les lire, ça c'est sûr. Est-ce que la semaine prochaine, je pourrai vous faire un bilan général des 3 volumes de Underworld USA de James Ellroy, peut-être, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, on reparlera de ces 2 livres-là, donc Les Irresponsables de Johann Chapoutot et puis James Ellroy, Underworld USA. Peut-être les aurais-je terminés, peut-être pas. Et puis sans doute y aura-t-il d'autres
lectures qui viendront accompagner ces compagnons assez redoutables que sont Johann Chapoutot et James Ellroy. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Sinon, au revoir et à bientôt.